Aziz Rasbin et merci à tous qui êtes ici parce que nous devons ensemble aider à relever un défi qui est fondamental pour l'humanité. La paix ne consiste pas seulement à rejeter la guerre, elle exige un projet d'accord pour réunir les conditions d'un pouvoir ou plutôt d'une puissance de vivre en commun. C'est à partir de cette conviction humaine qui fut celle des auteurs du traité de Westphalie en Europe en 1748, que peut apparaître une solution difficile mais réelle, non seulement au conflit israélo-palestinien, mais pour éviter l'embrasement de toute l'Asie du Sud-Ouest. C'est sur cela que se fonde le plan Oasis, que propose notre coalition internationale pour la paix et notre institut Schiller. C'est un horizon de développement et de croissance mutuelle, un projet de développement économique basé sur 3 facteurs interdépendants essentiels dans cette région du monde. C'est l'eau, c'est l'énergie et c'est l'alimentation. Pas de belles paroles, l'eau, l'énergie et l'alimentation. Ce n'est pas mettre entre parenthèses les conditions politiques pour y parvenir, mais de créer les conditions économiques, l'environnement, pour pouvoir parvenir à une solution politique. Ce devrait être le plan de l'Europe et tout d'abord de la France. L'Oasis n'est pas seulement un lieu où l'on passe, mais lorsque les oasis se multiplient, des sources qui réunissent les caravanes. C'est l'économiste américain Lyndon LaRouche qui conçut ce projet à partir de l'année 1975, à la suite d'entretiens avec les dirigeants du parti Baas irakien et syrien et de la tendance anticoloniale du parti travailliste israélien représenté alors par Abba Eban. J'ai moi-même rencontré à plusieurs reprises Maxime Guilan, qui animait à Paris la publication Israël et Palestine, condamnant les excès coloniaux israéliens et interlocuteur de Yasser Arafat et de ses amis. Je vais ici décrire ce plan, socle d'un développement et d'une sécurité mutuelle qui doit bénéficier donc à toute la région, comme l'était d'ailleurs l'intention du plan des 5 mers de Bachar el-Assad. Je tenais à vous montrer que ce n'est pas un projet chimérique venant de nulle part, mais le fruit d'un dialogue entre adversaires à la recherche d'un bien commun. Après avoir décrit les fondements, je vous montrerai les divers essais qui l'ont précédé et comment les 3 guerres fomentées par les oligarchies extérieures à la région, la guerre de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967, la guerre du Kippour en 1973, toutes ces guerres ont été des opérations lancées pour saboter les plans de paix par le développement mutuel, et ensuite, bien entendu, vient l'assassinat de Yitzhak Rabin, la répression israélienne des intifadas et l'ascension au pouvoir de Benjamin Netanyahou, son alliance avec les colons israéliens de Cisjordanie et les racistes Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui ont organisé le génocide de Gaza et les crimes des occupants en Cisjordanie. Le plan Oasis a pour fondement la réparation de ces crimes et des offenses infligées à l'autre et la mise en œuvre de grands travaux pour le bénéfice mutuel, amorçant et étendant une dynamique. Il prévoit donc eau, énergie et alimentation. Eau, c'est l'abandon par Israël de son contrôle exclusif des ressources en eau au profit d'un accord de partage équitable des ressources entre tous les pays de la région. C'est l'installation immédiate d'une usine de dessalement flottante, sous-marine ou offshore, sur la côte de Gaza. Actuellement, il y en a une, et vous savez qu'actuellement, en coupant l'électricité à Gaza, Israël condamne Gaza à ne pas avoir d'eau potable. C'est la réalisation d'un système d'adduction d'eau, de galeries d'eau, Méditerranée-mer Morte et mer Morte, mer Rouge, composée de tunnels, de pipelines, de stations de pompage et d'énergie hydroélectrique. C'est aussi l'énergie. C'est avant d'être dessalée, l'eau de mer arrivant à la mer Morte chutera dans un puits de 400 mètres. Vous savez, la mer Morte est 400 mètres en dessous. Donc l'eau arrive par un pipeline, elle chute de 400 mètres. Et il y a un lac à partir duquel, qui peut être créé par un barrage, qui permet la production d'énergie hydroélectrique. Après un dessalement, l'eau ira en Jordanie, en Palestine, en Israël. La saumure servira à sauver la mer Morte. Et ça, c'est essentiel, il faut sauver cette étendue d'eau dans cette région.
Une partie de l'eau transitant par le système d'adduction Méditerranée-Mer Morte pourrait être désalée à Beersheba, la capitale du Negev, dont la population, grâce à de nouvelles réserves d'eau douce, pourrait doubler. Ensuite, c'est l'alimentation, la vie et les transports. De nouvelles villes, des corridors de développement devront être organisés autour de nouveaux systèmes d'adduction d'eau. C'est la maîtrise de l'eau. C'est la maîtrise de l'eau dans des corridors de développement pour des êtres humains, pour des industries, pour des services. Cette maîtrise de l'eau, c'est la récupération des eaux de surface et des eaux de pluie, c'est l'irrigation au goutte à goutte, c'est aussi le dessalement, bien entendu, et cela entraînera un développement rapide de l'agriculture. Israël, aujourd'hui, a des eaux supérieures à ses besoins, elle doit les partager. La fin de la politique de colonisation en Cisjordanie, les colons vont être incités fiscalement, ou par des méthodes nécessairement plus directes, à se réorienter vers le Negev, où ils pourront occuper, en bonne entente avec les Bédouins, des Palestiniens et d'autres, des emplois productifs et y faire fleurir le désert. Il y a de la place pour tous dans la région. Enfin, c'est la reconstruction et le développement économique de la bande de Gaza, y compris l'aéroport international Yasser Arafat, qui a été inauguré en 1998, détruit au bulldozer par les Israéliens en 2002 et qui devra être reconstruit, et un grand port maritime desservant un hinterland équipé d'infrastructures de transport industriel et agricole. Alors, est-ce idéaliste? Est-ce impossible? D'abord, il n'y a pas d'autre choix que celui d'un accord gagnant-gagnant pour le peuple si l'on veut réellement parvenir à la paix. Seule une dynamique de développement mutuel permet d'échapper à une dynamique de guerre. C'est la méthode du plan Oasis. Disons-le franchement, elle a des caractéristiques propres à cette région du monde, mais pour assurer son succès durable, elle doit se situer dans le contexte d'une architecture internationale de paix et de sécurité mutuelle par-delà cette région. La seule guerre qui mérite d'être gagnée est la guerre au désert. Aujourd'hui, le système gagnant-gagnant des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, appuyé par la majorité mondiale, ce qui devient la majorité mondiale, dessine l'assise de cette nouvelle architecture de paix à une échelle qui est, elle, globale. Restent deux conditions politiques adjointes au plan Oasis. Reconnaître immédiatement l'État palestinien par tous pour qu'il puisse y avoir deux interlocuteurs officiels. L'accord d'Oslo a échoué parce qu'il ne l'a pas prévu dès le départ. Faire libérer Marwan Barghouti, qui est reconnu comme le leader capable de rassembler toutes les tendances palestiniennes, et un engagement pour chaque parti à œuvrer au bénéfice de l'autre, sans y voir un ennemi existentiel, comme l'a voulu Carl Schmitt, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle du Moyen-Orient, comme il avait été rappelé la dernière fois. Alors, encore une fois, utopie. Non, c'est le résultat de la mise en œuvre des faits multiples dans la passé. Alors, je voulais vous montrer d'abord rapidement le relief. Vous avez la première image, et le relief de la région. Et on peut voir qu'il y a le lac de Tibériade au nord, 200 mètres en dessous du niveau de la mer Morte, 420 mètres en dessous du niveau de la mer, et les côtes. La salinité de la mer Morte, c'est 27%. La salinité en Méditerranée 2 à 4%. Donc on peut créer les conditions où on revivifie l'intérieur, on a des ressources en eau et on développe la région. C'est un axe qui soit d'abord Méditerranée-mer Morte et ensuite mer Morte, mer Rouge. C'est un défi énorme en raison de ce relief, mais aussi une occasion à saisir pour toute la région. Je vous vais montrer ensuite l'inégalité de ressources en eau dans la région. Donc on voit là qu'il y a des défis, il y a des régions favorisées, c'est la Turquie par exemple, et vous voyez la Jordanie qui est au bout, et la Palestine aussi, qui ont des ressources extrêmement limitées. Alors qu'en Israël et dans les colonies, 47% des terres sont irriguées aujourd'hui, c'est seulement 6% dans les terres palestiniennes. Donc voilà. Ensuite, les efforts qui ont été faits pour résoudre la question. Il y a d'abord le plan Johnson-Eisenhower. C'est dès 1953,
Donc, on voulait entreprendre un développement entre Israéliens et Palestiniens en prenant les ressources en eau de la vallée du Jourdain, irrigation, hydroélectricité. Alors, Israël et la Ligue arabe n'ont pas soutenu cet accord parce qu'il y avait des blessures de la colonisation israélienne qui n'étaient pas encore, je dirais, fermées. Et puis, il y a eu l'expédition franco-anglo-israélienne de Suez en 1956, qui a été due à l'eau. On connaît, on dit c'est Nasser qui a voulu nationaliser le canal de Suez. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est d'abord John Foster Dulles et Alan Dulles qui ont voulu empêcher qu'on bâtisse le barrage d'Assouan. Nasser a dit si c'est comme ça, je nationalise le canal de Suez. Et à ce moment-là, il y a eu l'expédition anglo-franco-israélienne qui a été arrêtée par les États-Unis à l'époque d'Eisenhower et évidemment à l'époque, comme c'était en URSS, Malenkov et je crois Kaganovich qui ont arrêté cela. Donc la guerre a laissé des traces et la confiance déjà très fragile totalement disparaît. Il y a ensuite la guerre des 6 jours, 1967, il y a la guerre de Kippour, 1973. Et malgré cela, il y a en 1975 un plan d'ingénieurs allemands qui s'appelle Herbert Wendt et Wilhelm Kelm, c'est la suivante, pour tracer une route d'eau, je dirais, Méditerranée, mer morte. Prise en eau en mer avec un canal de 7 km, puis une galerie hydraulique à travers le relief de 55 km. On arrive à un lac de retenue de 3 km, et après il y a une chute de 400 mètres vers la mer morte, et on crée de l'hydroélectricité à partir de là. C'est de cette manière qu'on pourra en même temps sauver la mer morte. Ça ne marche pas, parce que, évidemment, ça a été fait de façon unilatérale par Israël, et un projet élaboré de cette façon ne peut pas être accepté. Le 16 décembre 1981, l'Assemblée générale des Nations unies exige qu'Israël cesse immédiatement l'exécution du canal reliant la mer de Méditerranée à la mer Morte et prie le Conseil de sécurité d'empêcher ce projet d'exister. C'est donc bien en raison du conflit entre les deux parties, fomenté de l'extérieur, et parce que le projet unilatéral est contraire au droit international qu'il est alors arrêté. Le projet d'aqueduc mer Morte, mer Rouge, également envisagé, est bloqué pour la même raison. Les projets unilatéraux sont condamnés à l'échec. Vient alors l'accord d'Oslo. Ils comprennent une annexe 3, dont on parle peu, prévoyant une coopération économique israélo-palestinienne basée sur l'eau et l'électricité, avec un comité permanent de coopération économique. Alors, c'est la raison pour laquelle il fut approuvé par l'Organisation pour la libération de la Palestine, et en particulier par Marwan Barghouti, évidemment, mais il fut absolument jamais mis en œuvre. Il fut saboté. Le 4 novembre 1995, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Malgré les efforts de Shimon Peres et de Yasser Arafat et du roi de Jordanie, il ne reste de cela que le canal le long du Jourdain qui est pour alimenter la Jordanie en eau et qui est sur le territoire jordanien. Netanyahou l'emporte. Il est Premier ministre d'Israël de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, puis maintenant à partir de 2022. Il faut bien voir qui est Benjamin Netanyahou. Son père, Benzion Netanyahou, était le principal collaborateur et secrétaire personnel de Vladimir Jabotinsky, qui est, allez, soyons polis, un néofasciste. Donc, c'est là que date le projet qui est encore activé du fameux canal Ben Gurion, jusqu'à maintenant, le génocide de Gaza, et évidemment, c'est le tournant politique d'Israël. Voilà le plan Oasis pour renverser cela, je vais vous le montrer. Non, c'est pas ça. Oui, c'est là, voilà le plan Oasis, en effet. Et vous le voyez, vous avez une vision. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais nous l'avons ici, tous les éléments sur le plan Oasis, avec des projets qu'on peut voir figurer sur cette image. Finissons-en par une note d'espoir. La seule option au plan Oasis, c'est la guerre permanente au Moyen-Orient. Donc il est un repère indispensable économique. Il doit être imposé par une volonté de paix, donc une volonté qui doit
venir de l'intérieur, une volonté de paix intérieure, mais aussi de l'extérieur, et elle doit être imposée par les États-Unis en particulier. Le levier de la Russie et de la Chine, la Turquie et l'Iran devant jouer un rôle. Alors, rappelons que le gouvernement chinois est parvenu à apaiser les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est un même type de défi, mais bien plus profond, que l'on doit relever ici. Le monde, ce que montre ce gouvernement chinois, c'est que le monde peut changer si la manière de penser change, si l'obsession de domination géopolitique est remplacée par des projets gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas d'un humanisme béat, mais d'une nécessité. Aujourd'hui, il y a le plan du Caire. Au Caire se sont réunis dans un sommet extraordinaire les pays arabes, c'est la Ligue arabe, les pays arabes qui ont dénoncé à l'unisson les tentatives odieuses de déplacer le peuple palestinien et ont adopté le plan élaboré par l'Égypte pour la reconstruction de Gaza en 5 ans. Alors la première phase, c'est le déblaiement des débris, déminage. Deuxième phase, c'est la fourniture de logements temporaires à 1,5 million de personnes sur 7 sites pendant la politique de réparation. Et dans la deuxième phase, c'est la reconstruction qui doit s'étaler jusqu'en 2030. Il est prévu de rebâtir les routes, les réseaux, les services publics. Et d'en venir à l'idée de ce développement mutuel qui était dans l'annexe 3 de l'accord d'Oslo et qui a toujours été saboté. Donc c'est un premier pas, mais il reste le fondement à établir, l'eau, l'énergie et l'alimentation, que l'on trouve dans ce plan Oasis, mais pas encore dans ce plan d'Égypte. Alors il y a des gens en France qui y travaillent. Il y a, évidemment, avec un biais pro-israélien, il y a Ofer Bronstein, qui est le chargé de mission d'Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Et lui, il dit qu'il faut penser en termes de génération et pas d'élection, surtout en Israël. Et évidemment, ayant ce biais, il a une vision pessimiste d'un dialogue qui, dit-il, prendra des générations. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela, je pense qu'il faut faire beaucoup plus vite. Enfin, à ceux qui répètent « ils ne pourront jamais se mettre d'accord », trop de crimes ont été commis. Je peux vous dire que l'ancienne ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, c'est en fait la ministre des Relations internationales et de la coopération. Elle a été plusieurs fois ministre aussi. C'est Naledi Pandor. Elle a endossé le plan Oasis que je viens de vous présenter. Elle souligne que l'approche de Nelson Mandela, qui a évité un bain de sang en Afrique du Sud, en établissant la commission de la vérité et de la réconciliation, serait une approche à explorer pour le Moyen-Orient. Alors, j'en viens au sujet que l'on discute toujours. 2 États, un État. Aujourd'hui, 2 États, car un État palestinien doit avoir tout de suite sa place pour que les négociations aient un sens, qu'elles puissent être entamées. Le plan Oasis est consubstantiel, donc, avec une reconnaissance immédiate du droit des Palestiniens à un État. Demain, sans doute, un seul État, car il y a des dimensions trop limitées d'un territoire, et Gaza et la Cisjordanie ne peuvent rester géographiquement séparés. Un seul État dans l'esprit, donc, du divan de Daniel Barenboim et de Devoir Saïd, en composant un orchestre politique qui puisse réaliser par son jeu, par la dynamique de son jeu, une harmonie de ce qui sont encore des dissonances. Vous constaterez que je peux parler de l'Union européenne. Ce n'est pas une nation. Elle n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer sur le terrain. Elle a donné de l'argent, mais elle n'a pas donné les moyens physiques, humains, d'établir la paix. Aujourd'hui, je dois dire, la France non plus. Donc j'espère que ce plan Oasis pourra être, pour elle, inspirateur, pour qu'elle contribue à établir un esprit de souveraineté nationale qui puisse conjuguer le patriotisme et le service de l'humanité.